Salam. Bonjour, on est au 4 degrés sud, 12 degrés est. Alors à votre avis? Oui, vous avez raison, je suis venu explorer l'habitat indonésien. On est chez les Bugis là, sur le lac Tempe au cœur de Sulawesi. Je viens voir ici comment on construit les maisons dans cet archipel qui s'étend sur près de 6000 km entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Dans quel genre de maison on habite sur ces îles? Il y en a plus de 17 000 ici, où la terre tremble souvent. Il faut savoir se protéger des pluies tropicales très fortes et aussi des tristement célèbres tsunamis, pour ceux qui habitent au bord de la mer. Selamat. Première escale chez les Bugis. Étonnant, je pensais que leurs maisons étaient sur pilotis. En fait, elles sont flottantes. Et quand il y a du vent, c'est pas trop dur de vivre ici quand il fait mauvais? Oui, c'est dur quand il y a du vent. Et aussi pendant la mousson. L'autre fois, on a été inondé complètement. C'était le 2 mai, je crois. C'est quoi la profondeur ici? Très profond. Il y a au moins 1,50 m. Mais pendant la saison sèche, vous faites comment alors? Ben, ça arrive parfois qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Je n'en reviens pas de ces maisons flottantes. Les Bugis sont les rois de la pêche. Dans la cuisine de fortune, on me prépare un délicieux mélange. Du poisson mariné dans du citron vert et de la noix de coco râpée et grillée. Alors, c'est bon? Ah oui, bah oui. Mais quand il n'y a plus d'eau, alors vous faites comment? J'emporte ma maison au milieu du lac. On peut dire que ma maison suit le courant en quelque sorte. Incroyable, les Bugis déplacent leur maison en fonction du niveau des eaux du lac. C'est le début du voyage et ce n'est que le début de mes surprises. J'ai pris la route en direction du pays Mamasa, au cœur de l'archipel de Sulawesi. L'Indonésie, 250 millions d'habitants. Ce qui saute aux yeux et aux oreilles, c'est un mélange unique de religions, empilées par l'histoire. Un millefeuille étonnant de croyances encore vivantes. Alors partout dans l'archipel, les esprits, divinités ou démons, sont dans les maisons, ou jamais bien loin. Plus vite, plus vite! Il faut qu'il aille plus vite. Yon est mon ami indonésien avec qui je fais le voyage. Voilà, en fait, on est un peu loin, on est au cœur de Sulawesi, là. Là, on va le pousser. C'est une bonne piste. Mais c'est pas la voiture qu'il faut. Selamat datang. Ah, c'est sûr que c'est la piste assez pourrie quand même. Je viens voir des maisons qui sont vraiment exceptionnelles, ne serait-ce que par la forme de leur toit déjà. « 16 heures de piste, mais ça valait le coup. » Ah ouais. Ah, celles-là, elles sont vieilles. Hein. Une rangée de maisons au milieu des bosquets de bambou. Il y en a qui ont penché un petit peu, là. Ouais, ça, elles sont dans leur jus, hein. C'est pas reconstruit, ça. Hein. On va jeter un œil tout de suite, là. La légende raconte que les Mamasa seraient venus de la mer, fuyant l'islam pour se protéger dans les montagnes. C'est pour ça que les toits ont la forme d'une coque de bateau renversée. La plupart des toits, c'est des feuilles de palmier. Plein de feuilles de palmier assemblées comme ça. C'est une toiture semi-perméable.
Il y a une procédure quand même, faut aller doucement. Bon, ils sont accueillants, mais ils voient très très peu d'étrangers. Faut y aller mollo. On est invité dans cette maison par le chef du village, on va suivre. Salamat siang. Salamat pagi. La terrasse, c'est la partie semi-privée publique. Et là, on est vraiment dans la cuisine, en fait, à l'arrière de la maison. Salamat siang. C'est incroyable. Oh, elle est roots, hein, cette cuisine-là. Donc là, c'est la cuisson à l'ancienne. Oui, on parle du toit, là. C'est la cuisson à l'ancienne avec le feu, comme ça. Et la fumée, évidemment, passe à travers le stock de bois, ici. Et ensuite, ça monte dans la toiture et du coup, ça dépose une couche qui protège l'herbe, parce que c'est de l'herbe, la toiture. Et il est bien leur truc, là. C'est ce bambou, hein. Ah, ça me plaît, dis donc. Faut pas que ça mette le feu à la structure. C'est un socle en bois très très dur, imputrescible, et par-dessus, ils mettent de la terre. Et sur la terre, ils font le feu. La terre, elle finit par cuire, ça fait une sorte d'argile. Et du coup, le feu peut pas se transmettre à la structure de la maison. Bon, on va visiter les chambres. Hop. Dis donc, c'est petit, hein, c'est l'abri, quoi. Oh, c'est bien. Ça, c'est tout des assemblages simples, mais costauds, quoi. Ah oui, là, il y a une grande... Il faut être souple, hein. Non, je suis mal pris, là. Je me suis mal pris, en fait. Et voilà, je suis dans la chambre. 3 petites pièces sans meubles. Juste quelques nattes qu'on déroule pour dormir. Balapeu est à 1600 mètres d'altitude. Les maisons sur pilotis profitent du moindre souffle d'air. Là, c'est le système de distribution d'eau aux maisons, avec bambou et petits tuyaux. Et là, c'est le village, on voit bien l'alignement avec toutes les maisons orientées est. Et en face, les greniers à riz, les greniers à céréales, principalement du riz ici. Chez les Mamassa, une des pièces maîtresses des maisons, c'est le pilier qui supporte le toit. Symbole de puissance, il est décoré de cornes de buffle. La maison est vieille parce qu'il y a des générations et des générations de gens qui sont nés là-dedans et qui sont morts dans cette maison, quoi. C'est impressionnant. Il y a un beau mât central, là. C'est nice one, hein? Monsieur Demianus, chef du village de Balapeu, m'emmène vers une maison particulièrement décorée et qui semble peinte en noir. C'est quoi ce symbole, là-bas? C'est le symbole de la mort. Regardez. Le centre représente l'image de l'ancêtre. C'est une décoration? Oui, c'est le motif Toraja. Selon notre coutume, la maison doit être orientée à l'est, pas à l'ouest. L'ouest, c'est le signe des cimetières. Alors vous voyez, on construit toujours les maisons face à l'est, là où le soleil se lève. Voilà, en grattant, comme ça on voit bien le dépôt. Explorer les maisons en Indonésie, c'est se frotter aux dieux, aux démons et autres animaux extraordinaires. Mais partout dans ce pays, les forces obscures viennent d'abord du sous-sol, des volcans. Direction Java, une des îles les plus actives de la ceinture de feu du Pacifique. Lui, c'est le volcan Merapi. Régulièrement, il crache le feu et dans sa lave, on taille les bouddhas qui décorent temples et maisons. Plus que partout ailleurs dans le monde, ici, les religions sont vivantes et surtout elles coexistent. Au pied du volcan Merapi,
la ville de Yogyakarta. 1,5 million d'habitants, régulièrement menacés par les tremblements de terre. Le mélange religieux de Java puise ses sources dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le christianisme. Le tout sur une base d'animisme qui a su tenir le coup. Il faut le voir pour y croire. Au milieu de la ville de Yogyakarta, je file au Kraton, le palais du sultan, restauré au début du XXe siècle. Oui, 1928. Le Kraton est une série de cours carrés aux pavillons en teck massifs. Un mélange de style javanais avec des influences coloniales hollandaises. Le palais, c'est le centre de la ville et aussi le cœur de l'univers selon les croyances de Java. C'est coq sacré, ça, non? Ça doit avoir un nom, ceux-là, à mon avis, on les mange pas. Hein. Moi, je dis, il faudrait un coq comme ça à l'Élysée, non? Bonjour, c'est la mat. Tiens, vous parlez français? Vous parlez français? Mouzo, 75 ans, est guide au palais. Elle a appris le français au lycée parce que son prof était séduisant. Un français plus qu'approximatif. Moi, j'avais rendez-vous avec le sultan, mais là, il est en commission d'enquête pour suspecté de corruption pour le mariage de sa fille qui a eu lieu il y a une semaine. Et donc, on va visiter le palais comme ça, parce que c'est un palais vivant, les gens vivent. Il parle français lui aussi? Oui, tout le monde parle français. On va aller voir un peu. Et là, il y a le spectacle de marionnettes après, c'est ça? Oui. Au palais, on utilisait ça pour l'alarme, en cas d'incendie. Ah oui? Mais chez vous, en plus petit, c'est un rouleau à pâtisserie. Oui. Ah oui, c'est sûr que ça a la forme, mais c'est incroyable cette pièce de bois. Il faut taper au milieu ici, essaie. Oui, mais ils vont tous venir, Oui, mais ils vont croire qu'il y a le feu. Non? Oh, wow. Comme ça sonne, ça? Mais au village, ouais. Tous les jours, à 10h du soir, quelqu'un tape comme ça, pour dire aux dames de ne pas oublier la pilule. Ah bon? Pour le contrôle de naissance. Vous faites ça, ah bon? Non mais... Ah oui? Le bâtiment jaune là-bas est utilisé encore pour l'appartement du sultan. Ah, c'est là où il habite? Oui, il habite toujours ici avec sa famille. Le pavillon central du palais représente le volcan Merapi. Autour de ce point culminant, les autres pavillons sont les différentes îles de l'archipel. Dalles de marbre, lustres en verre de Venise, vitraux hollandais. C'est un mélange incroyable ici, incroyable. À Java, le centre du toit, supporté par les 4 piliers, est la partie la plus sacrée de la maison. Dites, c'est du teck là, le bois qui est utilisé? Ah oui, c'est du teck? Oui. Les 4 piliers du pavillon central du palais symbolisent les 4 éléments de l'univers tout entier. La terre, l'eau, le feu, le vent. Ouais. Nord, sud, ouais. l'ouest, l'est, au milieu, c'est le masque du gardien de la terre. C'est ce que nous croyons ici. Le style javanais a son vrai code couleur. Rouge pour le courage, le noir c'est la couleur de la terre. Mais pour les vêtements, il y a 3 couleurs aussi. Bleu, blanc, marron. Vishnu, Brahma, Shiva. Hindouisme. Créateur, protecteur, destructeur. Le palais du Kraton est sous la menace permanente des dieux en colère. En 2006, le volcan Merapi s'est fâché. Il a même cassé une partie du temple hindouiste de Prambaran. À Yogyakarta, 1,5 million de personnes vivent sous la menace du volcan. Le dernier séisme, 6,3 sur l'échelle de Richter, a fait 6 000 morts. Plus de 100 000 maisons détruites.
Pourtant, les Indonésiens savent faire des maisons solides. Il faut aller dans des coins perdus de l'archipel pour retrouver ce savoir-faire ancestral. Cap vers l'est, direction Sumba, une des îles les moins fréquentées de l'archipel. Une île un peu à l'écart du monde. Il n'y a pas si longtemps, le peuple de Sumba était cannibale. Ici, les missionnaires catholiques ont dû passer un deal avec la religion locale, la civilisation marapu. Bien loin des influences coloniales, je viens voir comment on construit ces maisons avec de drôles de toits. C'est impressionnant ces mégalithes. Oh là là. Ah ouais, oh les chiens, c'est bon. Allez, oh! Allez, oh! À Sumba, les maisons ont une forme unique au monde. La civilisation marapu a laissé d'énormes mégalithes sur la place des villages. Anciens lieux de prière où les habitants pratiquaient le culte des ancêtres. Le placement du village, vraiment bien vu. C'est la place du village, là, c'est ça? C'est la mat, tiens. Les maisons Sumba sont pleines de symboles. Ces deux pièces de bois ouvragées au sommet de la toiture, par exemple, elles racontent l'harmonie entre la femme et l'homme. C'est pas beau, ça? J'aimerais bien voir à l'intérieur. Par une porte, j'aperçois le lunga, symbole de longévité qui décore les piliers. L'ancien, aperçu sur la place tout à l'heure, m'attire à l'ombre d'une toiture. Ouais. Ah, c'est pas mangeable comme ça. You cannot eat like this, non? Vas-y, mange. Ça, c'est des noix de bétel. On les mélange avec du camphre. Ah oui. Est-ce qu'on peut voir votre maison à l'intérieur? Non. On peut pas rentrer dans votre maison? Non, non, c'est interdit. Ah bon? Vous comprenez, c'est tabou. Là, on est dans la partie commune, c'est la terrasse en bambou, surélevée, sur pilotis. La partie familiale, c'est la pièce commune pour la famille, réservée à la famille, et les étrangers restent dehors. Pas facile de pénétrer dans une maison à Wanokaka. Il fait 35 degrés à l'ombre, tout le monde est à l'abri des toitures en herbe. Je suis le seul à me promener en plein cagnard. Finalement, M. Bekourade, un voisin, accepte de nous recevoir. Il est chrétien, alors il m'autorise à rentrer dans la partie interdite de la maison. Et les piliers centraux, ça, toute la structure est en bois massif, et tout le reste, tous les bas-flancs, les planchers, les cloisons, c'est du bambou. Ils dorment sur ces bas-flancs, en fait, là. Il y a quand même une chambre qui est un peu plus séparée pour avoir un petit peu d'intimité, mais sinon ils dorment à 10 dans cet espace. Donc en dessous c'est l'étage des animaux, ici c'est les hommes, et au-dessus c'est le marapu dont parlait l'ancien là tout à l'heure. Il pense que c'est un endroit, un grenier en fait, il l'utilise comme un grenier. Just have a look. Yeah? Bisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, putain, c'est plein de suie, je te dis pas là. Oh là là, c'est là, c'est le royaume des esprits dans la civilisation marapu. C'est couvert de suie. On voit les liens là. Quel boulot d'assemblage là pour ça, tu vois. Ça c'est de la liane aussi, végétale. Ça doit protéger la suie là comme ça qui se dépose, ça protège la toiture des insectes par l'intérieur. Voilà, il est déjà. Dis donc, il est attaqué ce bois là. Oh, c'est incroyable. Il n'y a pas d'assemblage, c'est uniquement posé
C'est une cabane, c'est posé. Ça tient la poutre sur laquelle vont se poser d'autres poutres et ensuite les bambous. C'est étonnant, hein, c'est vraiment uniquement les liens végétaux. Le bois il est pourri, là c'est pareil. Non, celui-là il est en bon état. En même temps tu peux les changer, c'est ça qui est bien. C'est modulable en fait. Quand j'ai retapé cette maison, nous avons tué un cochon. C'est celui-là. Les autres, c'est chaque fois qu'il y a un décès. Et celui-là, c'est quand j'ai épousé ma femme. Celui-là. Monsieur Bekouradé a retapé cette maison il y a 15 ans. Il a changé l'herbe de la toiture et puis il a aussi remplacé une partie des piliers. Il m'a fallu presque un mois pour couper le bois dans la forêt. J'ai taillé les troncs, j'ai fait du petit bois pour la charpente, et j'ai aussi récupéré des lianes, les bambous et l'herbe. Vous avez fait comment pour apporter les troncs? Avec un bateau à rame. Vous avez transporté ces troncs en bateau? On a utilisé des treuils. Des treuils. Mais pourquoi aller si loin dans une autre île? Il n'y a pas de bois ici? Non. Il n'y a pas de bois rare dans le secteur. Des bois comme celui-ci, par exemple, du bois de Kela, il n'y en a pas ici. Au menu, poulet grillé puis bouilli au lait de coco. On mange dehors sur la terrasse en bambou. On va bien dormir là, sur la terrasse. Ça va être parfait. Ici, pas d'eau, pas d'électricité. C'est 8 h, on va bientôt coucher les mioches. Hein. Le coq chante à 4h15 ce matin. Moi, j'ai un peu de mal sur ma litière en bambou. À côté, j'entends les filles qui font déjà la vaisselle au-dessus des cochons. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche une boucle d'oreille. Comment ça, une boucle d'oreille ici? Oui, elle est tombée de la cuisine pendant la vaisselle. Elle est tombée de là. Ici, là? Oui. Elle devrait être par là. Oui, c'est dur à trouver. C'est-à-dire que chercher comme ça dans le fumier, là, c'est pas évident. Hein. C'est un peu sale, non? Ça arrive souvent que les objets tombent dans le fumier? Oui. On retrouve des couteaux, des cuillères. Ça va pas être facile. Hein. Je crois qu'ils sont en train d'abandonner là. Les recherches. You? Ça y est, tu l'as? Il l'a retrouvé. Finalement, on l'a retrouvée, cette boucle d'oreille. Après toutes ces émotions, on est parti à la salle de bain. Moi, je rêvais déjà d'autres îles, là-bas, plus à l'ouest. Tais-toi, c'est toi où on te mange. Si le peuple de Sumba a fait ses maisons adaptées au climat et aux ressources locales, pour découvrir un parfait exemple de l'harmonie, il faut aller à Bali. À 500 km des cochons de M. Bekouradé, vers l'ouest, l'île de Bali. Changement de décor. Vous allez voir des endroits comme ça à Bali, il y en a pas mal. C'est aussi ce qui donne à cette île cette image de paradis. Un art de l'habitat, un art de construire la maison qui ne tient pas au hasard, tout en finesse, en subtilité.
Bali est la seule île hindouiste de l'archipel indonésien. On y vénère toutes les divinités, même celles de la nuit. C'est Ganesh qui m'accueille. Ganesh, le dieu hindouiste protecteur de la maison. Je déboule dans la maison du grand prêtre d'Ubud, une sorte de labyrinthe avec plusieurs passages entre différents pavillons. Il y a des petits hôtels, on fait des offrandes partout là. Plein de divinités à Bali. On vient consulter le prêtre pour lui demander des conseils sur le succès, la prospérité de la famille et sur la tenue de la maison. On apporte les offrandes, là, tout le monde vient voir le prêtre. Toutes des pièces annexes où on prépare les offrandes. Makashi. Il y a des temples dans toutes les maisons. On respecte beaucoup les divinités. Ça fait partie de la maison. Et avant même de commencer la construction de la maison, ils font toute une série de prières, des mantras pour sélectionner les bois dans la forêt. À Bali, les maisons dégagent un sentiment d'harmonie, sûrement parce qu'on les construit en suivant un code bien particulier. Une maison à Bali, déjà, c'est plusieurs pavillons au milieu de la végétation. Et les pavillons, ils sont disposés pas par hasard, ils sont disposés selon des textes sacrés qui s'appellent Asta Kosala Kosali, qui sont détenus par un prêtre. Je crois qu'on est dans la maison du prêtre en fait ici. Et t'as vu, il y a Charlie Chaplin qui est venu là, regarde. Charlie, il est venu à Bali dans les années 30. C'était un des premiers artistes comédiens occidentaux à avoir flashé sur Bali, Bali Paradis. C'est quand même incroyable de le retrouver là, Charlot. Ce que j'aime bien, c'est ces pierres, elles sont couvertes de mousse. La moindre pierre avec l'humidité, ça prend tout de suite un âge terrible. J'adore ces pierres. Je viens voir le prêtre pour qu'il m'explique ces fameuses règles de l'Asta Kosala Kosali. Elles déterminent l'emplacement des pavillons les uns par rapport aux autres, la largeur des pièces, bref, toutes les règles qui servent à bâtir une maison. Il n'emmène pas l'argent. Faut dire qu'il est impressionnant. C'est à nous. Ida Pedanga Guédé a 72 ans. Sa famille vit dans cette maison depuis 7 générations. À Bali, 3 religions ont influencé la culture de l'île. Un mélange qui vient de très loin, via Ceylan et l'Indochine. Par exemple, les règles de mesure de la maison balinaise viennent de Grèce. Vous voulez dire la Grèce en Europe? Oui, en Grèce d'abord et après à Bali. La Grèce, incroyable. Plus incroyable encore, les Balinais considèrent leur maison comme un corps humain. La tête, c'est pour les dieux, le corps pour les hommes, les intestins et les jambes pour les démons. Une bonne averse et un café plus tard, Ida Pedanga Guédé accepte de me montrer ses fameux textes, qu'il a soigneusement recopiés à la main. Les originaux sont gardés sur des feuilles de palmier à Denpasar, en bas là. Tout ça, ce sont les règles. Ça commence là. Ces règles anciennes, qui ont toujours cours aujourd'hui, fixent même le système de mesure pour construire les maisons. C'est le Depa, Asta, Musti. Oui, c'est vrai. Pour mesurer la maison balinaise, on utilise le corps humain. On prend la longueur de l'index pour les grands piliers. Et pour les petits, on prend cette distance-là. Et on calcule comme ça la longueur et la largeur de toute la maison. Musti, c'est la distance des 2 bras ouverts à l'horizontale. Depa, c'est la mesure entre le coude et l'extrémité de la main. Et Asta, c'est la longueur du pouce. Ce sont les mesures pour construire les temples.
Épatants ces textes sacrés. J'apprends encore qu'à Bali, les toits des maisons ne doivent pas dépasser la hauteur des cocotiers. Une règle simple dont le résultat est immédiat. Les maisons sont fondues dans le paysage. Les règles de l'Asta Kosala Kosali, Linda Garland les connaît. Sur 10 hectares de terrain, dans un des coins les plus préservés de Bali, elle a construit son petit coin de paradis. 5 maisons en bois exotique le long de la rivière. Ah ouais, là ça rigole pas. C'est l'endroit magique. Regarde cette maison, regarde cette maison. Oh, c'est génial. J'aime bien comme la végétation a envahi toute la maison. Dans les joints des pierres. Là, les fougères ont poussé sur le bord du toit de chaume. Il y a les animaux partout, petites fourmis qui courent, les oiseaux dans les bambous. C'est ça l'habitat tropical. La nature est dans la maison. Linda Garland est irlandaise. Styliste, docteur en philosophie, Linda est classée dans le top 50 des designers mondiaux. Elle a décoré la maison de David Bowie aux Caraïbes et fait découvrir Bali à Mick Jagger, qui vient se reposer ici. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Oh mon Dieu, je suis toute transpirante. C'est un endroit incroyable. Merci. La nature est le style de la maison. Oui, la nature est avant toute chose et c'est aussi la fin. Ah, j'aime votre endroit. Merci. Vous êtes allé dans cette maison à côté ? L'architecture tribale est pratique. La manière dont les maisons attrapent le vent, la bonne pente des toits pour la pluie, les bons choix pour les tremblements de terre, tout cela est très fonctionnel. C'est une histoire de bon sens. Ils ne font pas de maisons stupides, ils doivent vivre dedans. Et on fait pareil ici. L'architecture ici, ce sont les éléments naturels. Il ne s'agit pas de savoir quel look ça va avoir, mais plutôt comment tout ça fonctionne avec la nature. Bienvenue au paradis. Mais c'est que le début. L'architecture des maisons de Linda est inspirée par le style tribal de Bali et aussi d'autres îles de l'archipel. J'aime bien cette odeur. C'est le top là. C'est calme ici la nuit ? Tout le monde aime bien cet endroit. On y dort bien. Oui, on peut se relaxer, y passer une bonne nuit. C'est un endroit de rêve. Et la piscine là-bas. Magique, magique. C'est vrai, il y a une nature magnifique ici. Mais surtout les gens, leur culture et leur équilibre sont encore en harmonie. Vous savez, les villages, les communautés fonctionnent comme une seule personne. Si quelqu'un est faible, les autres membres de la communauté prennent en charge sa faiblesse. On pourrait rapprocher cela de l'idée de la compassion dans le bouddhisme. En tout cas, les gens s'entraident et tout n'est pas dicté par la réussite individuelle. Ça vient de l'est de Java, c'est ça ? Oui, de Java. C'est du teck, n'est-ce pas ? Ça, c'est un style de travail très particulier du bois qui vient de Java. Ouais, c'est magique, hein, là. Oh, les panneaux, là, la chambre et tout. Ah, c'est vraiment des belles pièces, hein. Belles pièces de bois. Bon, c'est un peu cher, hein. C'est genre $350 la nuit, mais bon, ça le fait quand même, non? Voilà, ça, j'adore, tu vois. Là, t'es tranquille, là. Regarde une douche comme ça, là. Tu as les fougères. L'architecture indonésienne traditionnelle a des espaces très publics et d'autres vraiment très privés. Ici, les parties privées sont les chambres, où on est assuré d'avoir de l'intimité. On garantit aux clients la tranquillité. Mais finalement, c'est ça le luxe, non ? Et puis, on a un endroit où les hélicoptères peuvent se poser, là-bas dans la forêt. Comme ça, les clients arrivent en toute discrétion. Vous savez, certains clients ont besoin de ça. À votre santé. À la vôtre. Merci.
Les clients ici sont au cœur de la nature et ils se sentent vraiment à l'aise. Quand vous avez réglé tous vos soucis matériels, pour réfléchir à vos problèmes existentiels, il vous reste le clou du spectacle. The Bridge, un pont au-dessus de la rivière. Oh non, alors là, ça dépasse tout, là. Oh, l'endroit. Juste au-dessus de la rivière, avec ce petit air frais qui descend. Ah, j'aime vraiment cet endroit. C'est étonnant. Bon, là, je pense que là, t'es arrivé quelque part, quoi. Là, c'est pendu. Oh là là, regarde ça. Yeah, you bring pillows. Yeah. Linda Garland a construit son petit coin de paradis avec des matériaux de récupération. Pas seulement pour faire bobo, mais parce qu'à Bali, on ne trouve presque plus de bois d'œuvre. Et plus à l'ouest, à Sumatra, c'est pire. Attends, là, c'est le délire. Pas facile de partir de Bali. Sumatra. Je me suis réveillé un beau matin et j'ai vu ça. J'étais arrivé au pays Minangkabau. Minangkabau, ça veut dire buffle victorieux. Oh, c'est dingue, sous la toiture, là, les essaims. Eh, si elles décollent toutes, là, on n'est pas bien. Je viens voir des maisons avec des drôles de toits. Et d'abord, ce palais royal. C'est un côté kitsch, c'est étonnant. C'est un drôle de mélange. Le peuple Minang était passé maître dans l'art d'utiliser les essences locales de bois pour construire ses maisons. On est à Batu Sangkar, c'est la porte d'entrée vers une région qui s'appelle le Tanah Datar, qui est considérée comme le berceau historique de Sumatra. Toutes les grandes dynasties princières, les sultans, avaient leur royaume ici. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est tout de traviole. Les fenêtres ne sont pas d'équerre. Les piliers sont penchés comme ça, sont de travers. Il y a un seul grand espace central et avec ces piliers, l'écartement entre chaque pilier, ça devait faire le saut d'un cheval normalement. Ici, toutes les maisons sont construites sur le modèle de ce palais. C'est pas mal comme loft, non? Mais aujourd'hui, au pays Minangkabau, peu de maisons sont encore en état. La tôle ondulée a remplacé l'écorce de sagou ancestrale. Pas facile de trouver du bois d'œuvre. Il part surtout à l'exportation. Ahmad. Hello. Le travail sur le bois, là. Ça fait une grande surface, hein. Ça, c'est un des 20 piliers qui tient la maison. Le bois est vraiment attaqué. Je regardais la maison, elle est tellement belle. Yusnimar est la patronne de la maison, construite dans les années 30 par son arrière-grand-père. Plusieurs générations vivent ensemble ici, mais la maison est en sale état. C'est la grande partie commune, grande salle commune. Les invités sont là et après il y a les parties privées qui sont une succession de pièces comme ça. Oh putain! Tu passes bouffé par les insectes, regarde. Ça c'est quand même embêtant, j'aurais pété leur plancher quoi. Hein. Ils s'en fichent.
À côté de l'espace commun, qu'on appelle le pankalan, il y a les chambres. C'est quoi les pièces, là? Votre chambre, elle est où? Là-bas, au nord. Vous pouvez me montrer votre chambre? D'accord. Ah mais moi je veux voir les pièces. Ah oui. Alors ça c'est la... Ça c'est la première chambre. Bon, où est-ce qu'elle est partie là? Bah alors Bah alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans les maisons Minang, en vieillissant, on change de chambre. Toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, et après? Quand une nouvelle fille de la maison est en âge de se marier, la maîtresse de maison lui laisse sa chambre. Petit à petit, on pousse les anciens de pièce en pièce. Et finalement, ils se retrouvent pas loin de la fenêtre. Vous savez, avant, c'était dur de trouver un mari. Par exemple, quand un invité arrivait, les parents nous demandaient d'aller nous cacher dans les chambres là derrière. Et nous, on regardait par derrière les portes. On peut monter voir en haut? Oui, bien sûr, allez-y. Juste jeter un œil sur la toiture. The ladder. On aille voir un peu cette toiture de l'intérieur. Ouais. Ouais, il y a 4 rangées de 5 piliers. C'est une maison de taille moyenne. Un tremblement de terre, l'an dernier, a démoli la cuisine. Depuis, Yusnimar bricole avec les moyens du bord. Aujourd'hui, ses voisines lui donnent un coup de main. Oui, là, c'est la nouvelle cuisine. C'est le séisme qui a cassé l'ancienne. On a fait celle-là au même niveau que la maison. Et vous n'avez pas assez d'argent pour la reconstruire? Oui, c'est vrai, c'est cher. Les plaques de tôle sont chères. Et en plus, c'est difficile de trouver le bon bois. Midi, l'heure de la grande prière du vendredi. Ici, dans la maison de Yusnimar, comme le veut la coutume, les femmes mangent séparées des hommes. C'est bon ça? Alors, c'est bon? Ah oui, c'est très bon. C'est bon? Oui, vraiment. Papa, SMS, ça veut dire si en cas de problème, on se SMS. On pourrait faire ça, on pourrait leur envoyer un texto pour leur dire c'est bon. Yusnimar m'invite à revenir la prochaine fois. J'espère que sa maison va tenir le coup pendant les prochains séismes. Mais comment faire plus solide? Pas très loin du pays Batu Sankar, on a trouvé des solutions pour résister aux tremblements de terre. Direction l'ancien royaume de Nias. Un bimoteur à hélice pour la dernière étape du voyage. Au large de Sumatra, je file sur l'île de Nias. Un climat pas facile, 200 jours de pluie par an. Mais ici, le danger vient de la mer, des célèbres tsunamis. La première parade contre les tsunamis, c'est bien sûr de s'installer en hauteur. Les villages traditionnels se trouvent à l'intérieur des terres. C'est incroyable cette rue centrale. Tous les villages à Nias, ils sont comme ça. Avant, ils étaient bordés de palissades pour se protéger. Et c'est une rue centrale et tout le monde se fait face à face. C'est génial ce village.
Construit sur une colline, tout le village est pavé et un système de rigoles draine les eaux de pluie. Hop. Vous êtes en train de reconstruire votre maison à cause du séisme? C'est ça. Vous savez, il y a eu un séisme il y a très peu de temps. La terre tremble tous les jours ici, mais les maisons résistent. La partie arrière était abîmée, mais elle n'est pas complètement détruite. Juste les bois se sont déplacés. Les maisons ont résisté au dernier séisme grâce à leur construction bien spéciale, un système de pilotis croisés. C'est des constructions qui sont antisismiques. Je viens voir la maison du roi, c'est la plus grande. C'est les plus grosses maisons en bois massif du monde. Des maisons monumentales. Celle du roi de Nias est la plus grande de l'île. 24 mètres de haut. 66 piliers portent l'édifice. Non mais alors là, c'est au niveau de l'échelle. Hello man. Strong, hein? Yes. Incroyable. Ici, les maisons sont en ébène. Et ça, c'est de l'ébène. Une densité exceptionnelle. Bon, c'est antisismique en plus, ces constructions, parce que les piliers sont très gros, vraiment du mastoc, du massif. Et en plus, la construction est faite de telle manière que la partie de l'habitation, ça fait une sorte de boîte. Donc même si la maison est secouée comme ça de chaque côté, elle peut même tomber sur le côté, mais ça ne casse pas la partie d'habitation. Ici, ça cartonne. En 2006, il y a eu un séisme de 8,7 sur l'échelle de Richter. C'est parce qu'on est à l'endroit où la plaque de l'océan Indien s'enfonce sous la plaque asiatique. 1000 morts sur l'île de Nias il y a 2 ans. Mais en bas, sur la côte, dans les maisons modernes en béton. Ici, presque toutes les maisons ont résisté. Ah, enfin une maison sans meubles. Ça, c'est bon, ça. Le roi de Nias avait son petit loft de 150 mètres carrés avec cette immense cheminée. Tout est en bois exotique rare, du sol au plafond. Magnifique, du solide. T'imagines 20, 40, 80, 100, 120, 140. La taille du tronc d'arbre, c'est des belles pièces, hein, franchement. Ouais, c'est ça, il y a 10 mètres. La charpente, alors là... J'hallucine sur la quantité de poutres dans la charpente, là aussi surdimensionnée, pour résister aux secousses. Elles sont extraordinaires, ces maisons. Je n'imagine pas ça comme ça. Hein. Là, c'est puissant. Les maisons de Nias sont aussi pleines d'astuces. Ça fait différents étages, comme ça, on peut surveiller, là. Ça, c'est que à Nias qu'on trouve ça, dans l'Indonésie. C'est des sortes de banquettes là où on peut surveiller ce qui se passe dans le village, on est au frais. Obligés de se protéger des colères de la terre, les Niassois ont fait leur maison solide. Après, il restait à se protéger de la pluie. 250 jours par an quand même. Il fallait trouver une solution. Il y a aussi ces fenêtres là qu'on voit que à Nias. C'est typique de l'île. On ne les voit pas ailleurs. C'est des sortes de Velux en fait. Hein. C'est incroyable ce village. Ouais. Bon, j'espère que cette exploration des maisons tropicales d'Indonésie vous a plu. On pourrait faire facilement un deuxième épisode dans ce pays, tellement il y a des cultures différentes et donc des architectures particulières. Bon, je vous laisse, je vais aller surfer la Gundry, cette vague célèbre qui a été découverte par des surfeurs australiens dans les années 60. Alors, je rigole, je vais aller me faire un bon poisson en terrasse. Ciao!